Binge Audio présente. De grands yeux étrangement écartés façon alien, des pommettes saillantes et un nez court comme raboté. Maintenant que l'image de son visage vous revient, figurez-vous un rire dissonant et un accent qui couine un peu. For like 2 years I did like go-sees and worked for no money, was always borrowing money from my mum. En déboulonnant le milieu de la mode, Kate Moss est parvenue à bouleverser nos représentations du féminin et du beau. Mais qui est vraiment Kate Moss ? Une marque ? Un scandale ? C'est en tout cas la première, et peut-être la dernière, à avoir littéralement donné corps au métier de mannequin. Connaissez-vous vraiment l'histoire de Kate Moss ? Kate naît en 1974 à Croydon, dans une banlieue au sud de Londres. Son père est agent de voyage, sa mère serveuse. Malgré les chamailleries incessantes avec son petit frère, l'enfance est paisible. Les Moss ne roulent pas sur l'or, mais pour autant il ne manque de rien. Mais à l'adolescence, les choses se corsent. L'ombre du divorce des parents Moss plane sur la maison. Pour penser à autre chose, Kate sort beaucoup. Elle boit, elle fume et sèche les cours. Alors pour changer un peu d'air, son père décide de l'emmener en vacances avec son frère aux Bahamas. Mais ce que personne ne sait à ce moment-là, c'est que la vie de Kate est sur le point de basculer. Car durant leur escale à New York, Kate s'apprête à être repérée par Sarah Doukas, à la tête de Storm, une agence de mannequinat. J'ai vu son merveilleux visage dans l'océan des visages. J'ai vu ses magnifiques pommettes. Elle avait l'allure éthérée, un côté presque translucide. Elle était jeune et absolument belle. De son 1m72, Kate n'y croit pas. Elle en est sûre, elle n'a pas les critères requis et n'a rien à voir avec les stars du moment comme Naomi Campbell ou Cindy Crawford. Mais Sarah Doukas a du flair et surtout une bonne force de persuasion. Alors dès son retour à Londres, Kate accepte de signer dans son agence. Pendant 2 ans, elle enchaîne les castings et le verdict est toujours le même, trop petite. Because most girls were 5'10", 5'9" before I started working. But we're the same kind of shape as the girls that are 5'10", it's just because we're smaller. Yeah. 5'9" is normally minimum height, yes, always. So, it's wonderful that Kate has sort of broken that trend. Mais Kate s'accroche. Et elle a raison d'y croire, car en 1990, sa rencontre avec Corinne Day va tout changer. Corinne, c'est une ancienne mannequin qui s'est reconvertie en photographe. Son truc à elle, c'est de capturer les filles démaquillées, en sous-vêtements, vivantes, comme elle aime dire. Mais ce qui lui manque en cette nouvelle décennie, c'est une icône, une muse en quelque sorte. Alors le jour où elle tombe sur un Polaroid de Kate, elle en est certaine, ce sera elle. En quelques mois, les choses s'enchaînent pour Kate jusqu'à ce qu'elle fasse la une du magazine The Face. L'édito s'intitule « The Third Summer of Love ». On est en juillet 1990. Corinne et Kate shootent à Camber Sands, une plage populaire. Ce sont des portraits simples qui ont l'air de rien. Pourtant, le shooting a été rude. Corinne est une acharnée. Pour s'approcher au plus près du vrai, elle dicte des ordres à Kate, qui n'a d'autre choix que d'obéir, y compris quand elle lui demande de poser nu. Kate a 16 ans, et à contre-cœur, elle s'exécute. Le monde entier s'émeut de ces images. Kate coiffée de plumes, Kate qui rit avec franchise, Kate mélancolique, Kate qui fume ou qui porte des birks. Dans ces clichés où elle apparaît à la fois normale et atypique, candide et canaille, on voit que l'époque change. Kate incarne le basculement d'une ère à l'autre. Kate, c'est l'anti-top model. Au même moment, elle rencontre Mario Sorrenti, beau gosse italien et photographe. Mario a 19 ans, Kate 17. Ni une ni deux, ils décident de quitter l'Angleterre avec une idée en tête, tenter leur chance aux États-Unis. Et ils font bien, puisqu'en 1992, le Harper's Bazaar cherche à se réinventer pour se différencier de Vogue, son principal concurrent. Liz Tilberis est sur le point de prendre la direction du magazine. Alors que Kate court aux 4 coins de la Big Apple, bourlinguée de casting en casting parce qu'il lui manque toujours ses 10 fichus centimètres, Liz Tilberis demande à la rencontrer. Bingo, dans le numéro de septembre 92, on trouve 9 pages de Kate, photographiées par Patrick de Marchelier. L'édito s'intitule « Sauvage, la mode qui casse les règles ». Kate est officiellement sacrée.
Et ça ne va pas s'arrêter là. Car Calvin Klein s'apprête à fêter ses 50 ans et cherche à tout prix un nouveau scandale pour rester sur le devant de la scène. Alors, qui d'autre que Kate ? La voilà quasi nue, collée au corps de Mark Wahlberg. Le contraste est saisissant. Ses gros muscles à lui versus son petit corps à elle. Plus tard, Kate avouera regretter ces images qui l'ont mise terriblement mal à l'aise le jour du shooting. Mais encore une fois, sur le moment, elle ne peut rien faire d'autre que d'acquiescer et poser. C'est l'intolérable sort des poupées de la mode. Mais Kate est plus qu'une poupée, et pour la première fois après la diffusion du spot, elle craque et fait sa première dépression. Pendant des semaines, elle ne sort plus de chez elle avant de réapparaître comme si de rien n'était. Mais à son retour, les critiques fusent. Surtout après son ultime shooting avec Corinne Day en 1993 pour British Vogue. Elles sont dans l'appart de Corinne pour une session intimiste. Kate est en culotte de dentelle bon marché. La controverse est immédiate. Kate Moss est maigrichonne et palote. Elle est l'incarnation de l'héroïne chic, cette tendance des années 90 qui met en scène une vision nihiliste de la mode et qui promeut l'héroïne comme nouvelle drogue à la mode parce que peu onéreuse et particulièrement forte. Avec les rumeurs de drogue et d'anorexie, Kate tombe de son piédestal et s'écrase par terre. Il s'avère que le corps de Kate Moss subit lui aussi des lois de la pesanteur. Elle est une femme en chair et en os, un être de désir, capable de libre arbitre comme de folie. Et elle le fait savoir. Quand son mec Mario Sorrenti la filme nue, encore une fois contre son gré, pour le parfum Obsession de Calvin Klein, il lui donne comme consigne « Tu dois être pure ». Certes, elle le laisse la photographier, mais elle le largue dès que le shooting prend fin. How does it feel being this idol, this creator of Johnny Depp thing of Kate Moss? I don't really know anything about that. Does it frustrate you with your relationship that it's so public? No, because they don't really know anything. They just presume. En 1993, elle rencontre Johnny Depp. Et cette fois-ci, c'est le coup de foudre. Auprès de Johnny, elle devient une vedette. Elle veut s'éduquer et elle se met à lire du Kerouac et du Fitzgerald, son nouvel auteur préféré. Et surtout, elle développe sa technique mutique. Se taire et laisser couler. Dans la préface de son livre The Kate Moss Book, publié en 1995, elle écrit « Plus ils me rendent visible, plus je deviens invisible ». Progressivement, Kate se dissout. Elle se permet encore quelques remarques tout de même. Quand Playboy publie une photo d'elle clope au bec pour souligner le mauvais exemple qu'elle représente, elle répond « Des types comme Stallone tuent des centaines de gens dans les films, et c'est moi qui représente un danger. Pour quelle raison devrais-je être irréprochable ? Demande-t-on la même chose aux rockstars ? Non. » Kate est piquante, mais l'époque change. Alors qu'elle vient de rompre avec Johnny en 1997, David Sorrenti, le petit frère de son ex Mario, meurt d'une overdose d'héroïne. Son décès signe la fin de l'héroïne chic. Plus rien ne sera plus jamais pareil dans la mode. Mais Kate continue de faire la fête, jusqu'à devoir intégrer une clinique dans le sud-ouest de Londres. Elle y reste 5 semaines. Quelques mois après sa sortie, elle déclare à Dazed and Confused « C'est incroyable le nombre d'heures qu'il y a dans une journée quand on n'est pas déchiré. » Passage à l'an 2000. Changement de millénaire, donc changement capillaire, la voilà en pixie blonde. Elle a l'air d'une petite créature elfique. Elle arrête définitivement les défilés, mais avant de s'enfermer pour toujours dans sa tour d'ivoire de silence, elle essaye une dernière fois de parler. Pour Interview, elle dit « Les gens ne m'entendent pas parler, parce que personne ne s'attend à ce que je le fasse. Pour eux, je ne suis qu'un corps ou un visage, car un mannequin n'est probablement pas censé avoir de cerveau. Un présupposé dû au sexisme et à l'ignorance. » 5 ans se passent, au cours desquels 3 événements adviennent. Sa fille, Lila, née en 2002, elle se met avec Pete Doherty, le plus destroy des rockers, et surtout, le 15 septembre 2005, le tabloïd Daily Mirror publie une photo d'elle sur laquelle on la voit sniffer de la cocaïne. Le monde entier s'offusque. On lui demande des explications et des excuses. Dans son communiqué, elle reste évasive. Elle affrontera ses problèmes. Elle s'excuse auprès des gens qu'elle aurait déçus, mais ne s'épanche pas. Kate ne veut rien devoir à personne. Elle s'emmure dans son silence, alors que le monde dit d'elle qu'elle est un monstre, une dépravée. H&M la lâche, Burberry aussi,
Chanel ne renouvelle pas son contrat pour Coco Mademoiselle. Certains restent auprès d'elle, ceux qui ont toujours fait partie de son orbite et qui sont eux-mêmes en marge. Alexander McQueen, par exemple. Quand il vient saluer à son défilé à Paris début octobre, il porte un t-shirt sur lequel est inscrit « We love you, Kate ». En réalité, le monde ne lui en veut pas longtemps. 2 mois seulement après l'incident, elle fait la une de Vanity Fair. Sous son visage, la question « Peut-elle revenir ?» est inscrite en lettres capitales. Son regard face caméra n'a rien d'une imploration. Une chose est sûre, elle ne suppliera personne de lui redonner sa place. Et depuis, son regard, c'est tout ce qui me reste d'elle puisque la brindille a décidé de se taire. Silencieuse, néanmoins omniprésente. Elle poursuit sa carrière ainsi, sachant orchestrer ses comebacks, tantôt avec une collection pour Topshop, tantôt avec un parfum ou une couverture. Alors, qui est Kate ? Elle a été la favorite, mais aussi le bouc émissaire, la femme objet, la femme enfant par excellence. Mais surtout, Kate Moss a pris la voie de la vie plutôt que celle de l'image. Et ces paradoxes contrarient quiconque cherche à la définir, parce que bien qu'elle bouge, elle ne parle pas. Elle se contente de laisser des traces et des bribes que nous ne pouvons que nous contenter de glaner sur son passage et de tenter de déchiffrer.